En 1911, une révolution balaie le système impérial millénaire et une république est aussitôt proclamée. À sa tête, le premier président de l'histoire chinoise, Sun Yat-sen. Il a un rêve, en finir avec la domination étrangère et refaire de la Chine une puissance moderne et développée. Le bouleversement a été immense. Mais à l'époque, peu de Chinois étaient réellement conscients de l'importance de cette bascule. Pour les gens ordinaires dans les campagnes, c'était juste un nouveau changement de dynastie et tout au plus un nouvel empereur. Sun Yat-sen veut révolutionner la Chine en s'appuyant sur ce qu'il appelle les 3 principes du peuple. La démocratie, quand la Chine sera mûre, le bien-être social et surtout le nationalisme. Sur les ruines de l'Empire, Sun Yat-sen veut bâtir une nation sur le modèle occidental. Il voit les Chinois comme du sable qui coule entre les doigts et veut en faire du mortier grâce à un parti, le Kuomintang. Mais remplacer un empereur qui tenait son pouvoir du ciel, ce n'est pas rien. Sun Yat-sen ne reste au pouvoir que 3 mois. Au lieu de rendre la Chine plus forte, l'avènement de la République la plonge dans le chaos. Aux marges de l'ancien empire, le Tibet et la Mongolie déclarent leur indépendance. Même si elles ne sont pas reconnues par la communauté internationale, les 2 régions restent autonomes. Et en Chine même, le territoire éclate en fief indépendant. Les armées régionales passent sous le contrôle d'officiers ou d'anciens brigands qui refusent d'obéir à Pékin et règnent par la terreur. Ce sont les seigneurs de la guerre. Dans ces montagnes, Mao n'est encore qu'un dirigeant parmi d'autres. Mais il a une intuition. Pour lui, la révolution ne sera pas faite par les ouvriers des villes, sur le modèle soviétique, mais par la masse paysanne chinoise, immense et miséreuse. Dans peu de temps, on verra des centaines de millions de paysans se dresser, impétueux, invincibles, tels l'ouragan, et aucune force ne pourra les retenir. Ils briseront toutes leurs chaînes et s'élanceront sur la voie de la libération. Cette libération, Mao la propose aussi au peuple des marges, soumis par les empereurs Qing, tibétains, mongols ou ouïghours. Pour les rallier à sa cause, il leur promet le droit à l'indépendance quand la Chine entière sera communiste. Contrairement à Mao, Chiang Kai-shek refuse l'idée d'une indépendance du Tibet et de la Mongolie. Mais en position de faiblesse, le nationaliste ne peut imposer sa volonté par les armes. Alors il ruse, pour garder le lien avec les territoires des marges. Chiang pensait que le Xinjiang, le Tibet et la Mongolie appartenaient à la Chine. Mais en réalité, la Chine ne contrôlait plus la Mongolie extérieure, le Tibet non plus, tout comme la Mandchourie d'ailleurs. Il y a une grande différence entre les idéaux et la réalité.
On voit Chiang Kai-shek mener une politique très habile afin d'affirmer l'idée qu'il existe toujours un lien de subordination de territoires qui en réalité à cette époque-là sont devenus complètement indépendants, comme le Tibet. Et donc il va utiliser tous les ressorts de la diplomatie, il va créer par exemple une commission des affaires mongoles et tibétaines afin d'affirmer que ces territoires-là sont toujours fondés à rester une partie de la Chine. Mais pour encourager Chiang Kai-shek à tenir, Roosevelt décide de lui fournir plus que des financements et des armes. Il va lui offrir un cadeau pour l'histoire. En janvier 1943, Américains et Britanniques concèdent à Chiang ce qu'il réclamait depuis 20 ans. La fin des dernières concessions. Ils sont suivis par les autres puissances étrangères. Seules les colonies de Hong Kong et Macao restent contrôlées par l'Empire britannique et le Portugal. Six mois plus tard, lors de la conférence du Caire, Roosevelt promet également à Chiang la restitution de 2 régions entières à la fin de la guerre. La Mandchourie occupée et l'île de Taïwan, colonisée par le Japon depuis 50 ans. Mais les apparences sont trompeuses. Roosevelt commence à douter de son allié chinois, dont la corruption et la cruauté sont désormais de notoriété publique. À Yan'an, Mao est bien conscient de l'image vacillante de son ennemi aux États-Unis. Il sait que la défaite inéluctable du Japon conduira nécessairement à un face-à-face avec Chiang. Et dans ce bras de fer, l'aide américaine sera décisive. En 1944, Mao et son bras droit, Zhou Enlai, tentent un coup de poker. Ils invitent les Américains à ouvrir un bureau de liaison au cœur même de la base rouge. La mission Dixie, composée de diplomates et de militaires, s'installe à Yan'an pour évaluer le sérieux des communistes. Entre 2 expéditions militaires, le parti organise des spectacles en leur honneur. Mao et son bras droit Zhou ont été très intelligents. Ils les ont reçus comme des rois. Les agents ont découvert une vraie force, très motivée. Et beaucoup au sein de la mission Dixie en sont venus à respecter Mao et Zhou Enlai en tant que vrais combattants. Ils étaient impressionnés par le rapport entre l'armée rouge et les civils. Pour convaincre les agents de plaider en sa faveur, Mao leur présente le nouveau programme officiel du parti, la Nouvelle Démocratie. Cette ligne, recommandée par Staline, cherche à masquer la proximité idéologique avec l'URSS. Mao dit aux Américains, « Il n'y a rien dans nos politiques actuelles qui ne soit pas acceptable par des entrepreneurs américains. Notre objectif est semblable à celui du président Lincoln qui voulait libérer les esclaves noirs. » Quand les Américains entendent ça, ça leur plaît. Du coup, il demande à Mao, « Mais vous avez de bonnes relations avec l'Union soviétique. À l'avenir, vous ne pourrez pas plutôt compter sur leur aide ?» Mao Zedong leur répond, « L'aide de l'Union soviétique? Elle ne parvient même pas à se sauver elle-même. La seule chose qui puisse sauver la Chine à l'avenir, c'est l'Amérique. »
Pour stabiliser la jeune République populaire, Mao accepte des tracés défavorables avec le Pakistan, la Birmanie et la Corée du Nord. Mais sur d'autres régions périphériques, le Parti communiste n'est pas du tout prêt à négocier. 西藏是个好地方，100多年来，帝国主义国家就垂涎我们祖国的这块边疆，因为这里蕴藏着很丰富的矿产。 Dès son arrivée au pouvoir, Mao a renié les promesses d'autodétermination qu'il avait faites 20 ans plus tôt, aux Tibétains et aux Ouïghours, pour les rallier à sa cause. Comme Chiang Kai-shek et Sun Yat-sen avant lui, il considère désormais que ces peuples sont chinois. Mais il va plus loin. Au Xinjiang et au Tibet, il envoie l'armée. L'annexion du Tibet en 1951 met fin à 40 ans d'indépendance de facto. Une partie des Tibétains, soutenue par la CIA, prend les armes contre l'armée chinoise. L'aide clandestine américaine est aussitôt dénoncée par l'allié soviétique. Мятежников снабжали чинкайшисты с Тайваня и те империалистические державы, которые все еще лелеют надежду на подавление могучего национально-освободительного движения, развернувшегося в странах Азии. Cela a eu un effet profond, car ça a renforcé l'idée d'une Chine victime de l'Occident. Nous le voyons peut-être différemment, mais eux l'ont perçu comme une extension de la colonisation occidentale. À leurs yeux, ce que nous tentions de faire au Tibet, c'était de démembrer la Chine, d'affaiblir, de supprimer la Chine. Mao lance une répression impitoyable contre l'insurrection tibétaine. Des villages entiers sont rasés, des dizaines de milliers de Tibétains tués. Au Tibet, comme dans les autres régions périphériques, c'est le début d'une longue et douloureuse entreprise de sinisation.